À l'origine, c'était un rôle d'initiateur, de fondateur. D'accord. Donc, moi, je suis formé en école de marine marchande. Ok. Et j'étais officier polyvalent, donc formé à la machine et au pont. Donc j'avais un rôle de capitaine, mais vu toutes les activités que l'on a là actuellement, j'ai maintenant 2 seconds capitaines qui ont chacun une bordée d'équipage permettant au bateau de fonctionner toute l'année, 365 jours donc, par an. Donc voilà, donc j'ai un rôle de capitaine média, capitaine quand je suis à bord, mais en ce moment j'ai surtout un rôle de chef d'entreprise. Ok. Moi, Et, je dirais simplement que le projet que Victorien a monté, c'est un projet exceptionnel. Oui, Et justement, un projet international exceptionnel. Il faut vraiment lui tirer Voilà, le chapeau parce qu'il fallait le faire. dont mes prochaines questions qui vont être son rôle d'ambassadeur, dont j'ai entendu parler, décerné par Monsieur Hulot et le Premier ministre qui est venu sur l'Energy Observer. Alors c'est vrai que Nicolas Hulot, c'est donc Le parrain. le Oui, parrain le parrain. du bateau. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. C'était le parrain de mon bateau de course lorsque j'ai fait ma toute première route du Rhum, ma course transatlantique en solitaire en 2006. Et depuis, il a baptisé toujours mes bateaux. Il a découvert le projet Energy Observer lors de sa jeunesse, donc il y a 6 ans. C'est lui qui m'a, enfin il y a 7 ans même maintenant, c'est lui qui m'a demandé, qui m'a conseillé de m'intéresser à l'hydrogène comme forme de stockage, comme vecteur énergétique. Et donc voilà. Et c'est un pur hasard qu'il se soit retrouvé ministre de la Transition écologique et solidaire quand on a amené notre bateau pour le baptiser à Paris l'été 2017. Tout à fait. Mais Alors oui, pardon, vous me parlez de notre rôle d'ambassadeur. Ouais, tout à Donc, fait. On a été nommé ambassadeur français des objectifs de développement durable, donc de l'agenda 2030 régi par l'ONU. Et c'est vrai qu'on a le fait d'avoir développé ce système énergétique vertueux associant les renouvelables et l'hydrogène comme forme de stockage. On représente un petit peu tout ce cercle vertueux de l'énergie que l'on souhaite voir se développer. Et on a pris vraiment un rôle d'ambassadeur international de l'hydrogène qu'il faut maintenant assumer. Ouais, c'est une grande fierté aussi. Oui, c'est sûr, c'est beaucoup de travail, mais c'est, comme vous le dites, une petite fierté quand même. Mais à l'origine, ce projet vous est venu comment? Parce que pour connaître un peu justement le domaine et l'école d'officier en tant que polyvalent, je veux dire, le côté maritime, bon, bah, c'est quand même ça pollue quand même énormément. C'est beaucoup des bateaux qui utilisent beaucoup de réserves énergétiques. Comment vous est venu ce projet de faire un bateau, on va dire, plus propre et qui fonctionne à l'énergie naturelle? Comment vous avez imaginé tout ça? Alors, en fait, ça vient très certainement de mon cursus professionnel. C'est même sûr. D'un côté, j'étais officier de marine marchande et de l'autre côté, j'étais coureur au large. Donc, en tant qu'officier de marine marchande, je naviguais au pont et à la machine. Donc, intéressé par la navigation, mais intéressé par le système énergétique du navire, notamment sur ce genre de navire. Alors, c'est vrai que ces bateaux, on peut les traiter de gros pollueurs parce qu'ils utilisent des machines thermiques avec du DO et du FO, donc du diesel oil et du fuel oil. Donc dès lors qu'on est à plus de 15 000 des côtes, en fait les manœuvres porteurs on les fait au diesel, et dès lors qu'on est au large, dès lors que les moteurs sont bien chauds, on navigue au fuel. Et c'est vrai que le fuel, c'est beaucoup d'émissions de CO2, mais c'est surtout énormément de particules fines, énormément de dioxyde d'azote, dioxyde de soufre. Et donc quand vous êtes officier à la machine, je peux vous dire que vous vous rendez compte à quel point ces navires sont polluants. Alors certes, si vous rapportez ça si vous faites du transport de marchandises, si vous comparez ça à d'autres formes de transport, comme l'avion par exemple, et si vous regardez cela par rapport au kilogramme de marchandises transportées, on a l'impression que c'est moins polluant. Mais il faut quand même faire quelque chose, il faut trouver des solutions. Alors là actuellement on parle beaucoup de GNL, de gaz naturel liquéfié, de biométhane. Alors voilà, on peut en parler tout de suite du GNL, mais je pense qu'on n'est pas. En fait, je pense qu'il faut aller plus vite vers une décarbonation totale et investir vers l'hydrogène plutôt que le GNL. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que en fait entre l'extraction du gaz, on va dire le transport, la distribution, dès lors que vous avez 4% de fuite du gaz non brûlé,
ça fait autant d'émissions de gaz à effet de serre que le charbon. Donc vous avez au final pas plus d'avantages que le charbon en émissions de gaz à effet de serre. La seule différence, c'est que dans les centres-villes, eh ben, on va avoir un air plus pur parce que c'est 50% de particules fines en moins. Mais donc c'est mieux pour nous, pour notre santé, et pour la planète, c'est pas mieux. Et donc voilà. Et vous me posiez comme question d'où m'était venue l'idée. Donc c'est d'un côté cette sensibilisation vis-à-vis des grosses machines. De l'autre côté, c'est avoir navigué au contact de la nature avec mes bateaux de course. Bien évidemment, vous êtes sensible à l'équilibre des écosystèmes marins. Vous vous rendez compte de certains déséquilibres. Donc voilà, un parrain comme Nicolas Hulot, proche de vous, qui a été quand même la personne qui incarnait l'écologie en France, qui incarnait Ushuaïa, président de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Donc ça vous sensibilise, ça participe à votre évolution professionnelle. Et voilà, j'ai voulu... alors je suis papa de 2 enfants aussi, je pense que ça joue aussi. Et voilà, donc en fait j'ai eu un bug énergétique au milieu de l'océan Atlantique. J'ai eu un problème d'alternateur diesel, un problème de panneaux solaires. Et je me suis dit qu'on avait beaucoup d'énergie autour de nous, du vent, du soleil, d'énergie hydraulique en faisant avancer le bateau. Et donc mon bateau n'était pas assez intelligent. Donc j'ai voulu faire un bateau intelligent qui représente l'intelligence qui peut se développer dans les systèmes énergétiques de demain. Très bien, tout à fait. Donc on a aussi également entendu parler de votre fameuse nouvelle propulsion qui serait au niveau d'une propulsion éolienne qui vous ferait gagner quelques nœuds justement. Alors, donc Energy Observer, c'est un navire de 30 mètres de long, de 13 mètres de large, il fait 30 tonnes. Il a des moteurs électriques, une propulsion électrique avec des hélices, une sur chaque flotteur. Et on a une double forme de stockage. On a les batteries, on a l'hydrogène. On va parler d'hydrogène après. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et il faut savoir la préserver, il faut savoir être efficient, il faut savoir être économe, il faut avoir une bonne hydrodynamie. Et donc on a intégré dans notre système énergétique, outre les 170 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui nous assurent une production conséquente, jusqu'à 28 kW crête dans les meilleures conditions, on a rajouté un propulseur éolien qui vient remplacer nos éoliennes à axe vertical, donc nos turbines à axe vertical hélicoïdales qu'on avait intégrées l'année dernière, enfin il y a 2 ans, et qui ont été décevantes sur un bilan annuel. On s'est rendu compte que c'était trop de fardage, trop de traînées aérodynamiques, et au final le bilan n'était pas bon. On pensait qu'au mouillage, en escale, qu'on arriverait à produire de l'énergie. Et en fait, on a très rapidement vu que dès lors qu'on avait le vent de face, on perdait à peu près 15 kW de traînée. Donc c'était pas assez efficace. Ensuite, on avait testé le cerf-volant de traction, trop compliqué à manœuvrer. Et donc ces fameuses ces fameuses ailes rigides de propulsion, donc on appelle ça nos propulseurs éoliens. Elles s'appellent les Ocean Wings. Elles ont été développées par un grand cabinet d'architecture navale qui a seulement dessiné tous les bateaux vainqueurs de la route du Rhum. Vous savez, tous les Groupama, Massif, Banque Populaire, etc. Et elles ont été développées industriellement par la CNIM à la Seine-sur-Mer. On les a intégrées lors de notre 3e escale de notre Tour d'Europe du Nord cette année, donc à Amsterdam. Et là, ça s'est fait vraiment extrêmement facilement. On a connecté ces ailes. Et là, sur notre premier convoyage entre Amsterdam et Hambourg, on a eu entre 10 et 27 nœuds de vent, et on a tout simplement vu entre 50 et 80% d'économie d'énergie. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que le système est vertueux. C'est-à-dire que quand vous naviguez uniquement à la voile, vous êtes complètement lié au vent, à la direction du vent réel, à sa force, à sa direction, et vous êtes souvent perturbé par ces oscillations. Et en fait, le fait d'avoir un petit peu de propulsion électrique, et aussi par rapport, enfin les vagues vous déstabilisent souvent en bateau. Et quand vous avez un petit peu de puissance électrique, et ben vous avez une espèce de stabilité dans la conduite du navire. Et donc ça évite que les vagues vous arrêtent. Et en fait, le fait d'avancer un peu avec cette propulsion électrique, vous avez votre vent apparent qui va vers l'avant. Alors le vent apparent, c'est la composante vectorielle entre
le vent réel, donc le vent de la météo, hein, et le vent vitesse. Vous savez, le vent vitesse, c'est lorsque vous ouvrez la fenêtre de votre voiture, vous avancez à 100 km/h, vous avez 100 km/h de vent de face devant vous. Donc c'est la composante vectorielle entre les deux. Et quand vous mettez un peu de propulsion électrique, donc votre vent apparent il va vers l'avant. Donc du coup, vos ailes de propulsion, votre propulseur éolien, vous le bordez de façon, on va en parler tout de suite, mais vous le bordez de façon automatique, donc vous le réglez et du coup l'un nourrit l'autre en fait. Et vous avez un bateau qui remonte jusqu'à 20 degrés du vent, c'est exceptionnel, sachant que quand on est juste à la voile, on avance à 45 degrés du vent. Donc je pense sincèrement qu'on a à bord d'Energy Observer une espèce de combinaison qui va être une véritable révolution dans le transport maritime dans les années qui viennent. Vraiment, c'est génial. En fait, un peu le but de l'Energy Observer, c'est de toujours innover pour trouver mieux et après pouvoir continuer à le développer après dans tout, dans l'énergie du futur pour les bateaux. Ouais. D'accord. Comme son nom l'indique, c'est vrai qu'on voulait être un espèce d'observatoire, De laboratoire. un laboratoire de l'énergie. Et en fait, il ne faut pas avoir honte quand vous testez une technologie et dès lors que vous voyez que ça ne va pas, il faut savoir l'accepter, il faut pas s'entêter. Et puis vous la débarquez, puis vous en testez une autre, et puis un jour vous avez la combinaison gagnante. D'accord. Donc c'est aussi un petit écho que j'ai eu, que vous êtes toujours en train d'essayer d'innover, de changer, de modifier le bateau pour l'améliorer tout le temps. Tout à fait, là je pense qu'on va tester de nouvelles batteries cet hiver, on va tester cette année l'hydrogénération pour s'abstenir de la propulsion électrique et faire comme une dynamo sur les vélos, donc produire de l'électricité lorsque notre aile sera suffisante pour nous propulser. Nos hélices tourneront, on inversera nos moteurs électriques et on récupérera cette énergie. Et alors le but cette année, c'est que on va essayer de coupler cette production hydroélectrique. On espère récupérer entre 9 et 10 kW à la production d'énergie photovoltaïque. Parfois on a souvent 20 kW de production. Donc si vous faites 20 et 10, vous arrivez à 30 kW. Et donc là, c'est de l'énergie que vous emmagasinez. Et nous, on a misé sur l'hydrogène parce qu'on a voulu minimiser notre parc batterie, notre stockage court terme, pour avoir un bateau plus léger. Si on avait eu un bateau uniquement avec du stockage batterie, notre bateau qui fait 30 tonnes, il en ferait 14 tonnes de plus. On arriverait à 44 tonnes. Donc on serait un bateau limite un peu sous-marin et qui aurait besoin de beaucoup plus de puissance pour le faire avancer. Alors souvent j'entends les médias dire oui mais l'hydrogène c'est pas bon parce que les rendements sont pas bons, parce que vous avez le processus de désalinisation, d'électrolyse, parce que nous on le fabrique à bord notre hydrogène. Vous avez la pile à combustible avec un rendement à 50% en électricité, 50% en chaleur. Mais oui, mais vous avez déjà moins de batterie. Moins de batterie, c'est moins de matières premières pour les fabriquer, moins de lithium, moins de cobalt. Et voilà, et cet hydrogène commence à vous permettre d'avoir un bateau plus léger. Donc du coup, vous avez besoin de moins d'énergie pour le faire avancer. Donc il faut vraiment analyser le circuit dans sa globalité avant de tirer des conclusions trop hâtives. Ouais, C'est pour ça qu'actuellement, il y a encore... nous, on s'intéresse à l'hydrogène depuis longtemps, aux 24 heures de Saint-Jean. Et il y a une quinzaine d'années, ou 10 ans, quand on a commencé sur l'hydrogène, on n'imaginait pas l'hydrogène sur des camions. On disait, ouais, sur les voitures, c'est déjà bien, etc. Alors que maintenant, ça s'est inversé. Comme l'a expliqué Victorien, c'est que les batteries sur un camion, ça a ses limites. C'est-à-dire, si tu veux propulser un 48 tonnes avec des batteries, et alors tu montes énormément de masse de batterie, ce qui n'est pas faisable. Donc il y a une limite qui se fait. Sur la voiture, pour tout un chacun, oui, mais quand on monte en masse, ça ne va plus. Donc l'hydrogène reprend le relais, comme il l'a très bien expliqué, où je dis souvent dans des conférences, plus c'est lourd, plus c'est hydrogène. Donc plus c'est lourd, plus l'hydrogène trouve sa place. Et puis il y a un autre point aussi, c'est que souvent j'ai des journalistes qui me disent oui mais la densité massique des batteries augmente. Là sur Energy Observer on avait une densité massique de l'ordre de 75 Wh/kg, ce qui me garantissait un aspect sécuritaire extrêmement intéressant.
Là maintenant on voit sur les voitures électriques des densités massiques de 150 Wh/kg, Voire 200, ouais. voire 200. Ouais. Donc là actuellement si je changeais mes batteries, j'aurais une économie sur mon bateau de 750 kg voire une tonne. Donc c'est quand même conséquent sur un bateau de 30 tonnes. Hein. Et c'est presque 3% du poids du navire. Mais si vous continuez comme ça à monter en densité massique, c'est génial. Sauf que plus vous augmentez la densité massique, plus vous allez avoir des temps de recharge importants. Et en fait, c'est là que ça va bugger. C'est que certes, malgré les technologies, alors il y a des technologies au graphène, etc., où vous pouvez recharger vos batteries plus rapidement. Ouais. Mais le réseau, il va saturer. Si vous avez tout le monde qui passe en mobilité électrique, si vous n'avez pas d'hydrogène, ça ne le fera pas. Donc moi, je crois en cette association entre des batteries peut-être pour la mobilité douce, de l'hydrogène en plus de la batterie pour la mobilité où il y a besoin de plus de puissance, d'autonomie, comme les voitures longue distance, le ferroviaire, le camion, les bus, les bateaux, et puis peut-être un jour les gros cargos et voir les avions. Et justement, je vais rebondir sur le sujet pour Monsieur Kern. Votre projet qui se fait au niveau des bus, un parc J'ai de pas bus. de projet au niveau des bus, j'ai simplement été contacté par un journal Oui. qui s'appelle Mobilité Magazine pour aller faire des conférences sur le sujet des autobus en Slovénie. Donc on avait disons, les majeures sociétés d'autobus françaises et les organisations professionnelles qui étaient présentes et on a parlé de l'hydrogène sur les autobus. Voilà. L'hydrogène sur les autobus, ça a un avenir. On va être, nous, Hauts-de-France, les premiers à faire circuler des autobus hydrogène à Lens. Hein. Oui. Je suis invité d'ailleurs le 21 juin, je crois, à l'inauguration. Okay. Donc il va y avoir des autobus hydrogène qui vont circuler en France. D'abord Lens et ensuite dans les Pyrénées à Pau. Donc vous êtes énormément contacté pour venir apporter vos connaissances sur tous ces projets qui concernent l'hydrogène. Oui, des connaissances que j'ai acquises avec vous. Hein. Oui, tout à fait. De par la fondation des 24 heures de Saint. Absolument, oui. Et justement, monsieur Ruissard, sur les autobus, sur l'hydrogène, pour le moment, les progrès qui sont à faire, parce qu'il y a des progrès à faire. Pour le moment, il y a un problème de coût, c'est trop cher. Ça, c'est une évidence. C'est à peu près entre 3 et 4 fois plus cher qu'un système thermique normal. Il faut le savoir, pour l'instant. Et il faut arriver à faire de l'hydrogène qui soit propre, verte. Actuellement, on peut dire que 98% de l'hydrogène qui est produite avec l'énergie fossile. Donc il faut arriver à franchir un cap à ce niveau. Et franchir ce cap, ça veut dire beaucoup de recherche également. Beaucoup d'investissement dans la recherche fondamentale, dans la recherche plus pratique. Et ça, c'est votre travail. Ça, c'est le travail qui est à l'école. C'est pour ça qu'on fait des études. C'est pour apprendre des fondamentaux, développer des mathématiques, de la physique, de la chimie, etc. pour arriver à résoudre les problèmes. Et après, il y a la fabrication, la production du matériel. Mais il y a aussi toute cette étape de recherche qui est fondamentale. D'accord. Et vous, monsieur Ruissard, parce que quand on va sur le site Énergie Observer, on peut voir que vous avez vous beaucoup navigué. Et c'est vrai que donc maintenant, comme on l'a dit, vous êtes un peu plus devenu, on va dire, chef d'entreprise plutôt que officier. Je veux dire, maintenant, vous avez deux officiers de bord en plus. Comment vous gérez le fait que maintenant vous naviguez beaucoup moins et que vous laissez un peu les gens naviguer pour vous? Bon, c'est un peu de frustration parfois. Ah ouais. Je dois l'avouer. Parfois ils partent, mais bon après être capitaine sur un bateau ou être capitaine d'une société, c'est tout aussi passionnant. Et voilà. Et puis vous savez, j'en discutais avec Bertrand Piccard, qui est le fondateur de l'avion photovoltaïque, l'avion solaire Solar Impulse. En fait, quand vous lancez ce genre de projet, il y a comme, vous savez, le point de nos retours, le back of no return, the point of no return de la DeLorean dans Retour vers le futur. Ouais. Une fois que vous êtes parti, vous pouvez plus revenir en arrière, vous avez intérêt de vous retrousser les manches pour aller au bout, sinon vous allez droit dans le mur. Donc c'est un peu mon cas. J'ai lancé un projet qui est absolument passionnant. J'ai toute une équipe derrière moi. Maintenant on est plus d'une trentaine, voire une quarantaine. Et donc voilà, faut assumer, faut y aller et puis c'est passionnant, c'est génial. Ouais, c'est vrai que ça doit être passionnant de pouvoir gérer tout ça. Ouais.
et de savoir que ça va pouvoir permettre peut-être de changer le trafic maritime par la suite. Tout à fait. Et on va dire une question comme ça. Comment vous voyez l'avenir de l'Energy Observer? Alors, il y a 2 points. C'est une question intéressante. C'est alors l'avenir du bateau ou l'avenir du projet? Les deux, on va dire du bateau en lui-même et aussi du projet pour son évolution. Alors l'avenir du bateau, ça sera déjà boucler son tour du monde. Là, on a encore beaucoup de choses à faire. Cette année, on fait le tour d'Europe du Nord. On a eu les autorisations des Russes pour passer le canal de la mer Blanche. On va aller jusqu'au Spitzberg en cercle polaire arctique et on va descendre le long des côtes norvégiennes, des fjords, pour faire une dernière escale à Londres, rentrer à Saint-Malo, faire un petit chantier d'hiver d'optimisation et puis après on va faire une longue navigation, plus de 15 000 milles nautiques. Donc ça représente presque 30 000 km. On va passer à travers l'Atlantique, Panama, on va traverser le Pacifique, on va s'arrêter à Hawaï pour les fans de surf, on va s'arrêter ensuite à Tokyo pour les Jeux Olympiques de l'hydrogène été 2020. C'est vraiment les JO de l'hydrogène parce que ça fait 20 ans qu'ils travaillent là-dessus, ils veulent montrer au monde entier leur avancée technologique sur différentes applications sur cette thématique. Ensuite on va retraverser le Pacifique Nord de ouest en est. On va aller le long des côtes, donc ça sera fin 2020, des côtes californiennes aux États-Unis. On va redescendre ensuite vers le triangle de la biodiversité, Galapagos. On va retraverser le Pacifique vers la Polynésie française, vers Sydney, l'Australie. On va faire un peu d'Océanie, ensuite Papouasie, Nouvelle-Guinée. On va revenir vers Singapour, Inde. On va pas faire le Moyen-Orient, parce qu'on l'a presque fait lors de notre tour de la Méditerranée. On va redescendre vers l'Afrique du Sud, Amérique du Sud. On va remonter, on va terminer en fin 2023 à New York, quai Hudson, siège de l'ONU, pour montrer toutes les innovations qu'on aura rencontrées à travers le monde. Et on va traverser l'Atlantique une dernière fois pour amener le bateau à Paris pour faire la dernière escale de notre périple qui aura duré 7 ans. Et donc après, quel est l'avenir? Soit ce bateau, j'ai pas envie de le laisser mourir le long d'un quai. Il n'y a rien de pire que votre bateau verdisse. Non, je préfère le sortir de l'eau, éventuellement l'exposer dans un musée. Ou peut-être, on en a parlé, il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant à faire, que le bateau devienne un bateau de formation pour les jeunes, justement, pour leur apprendre à travailler sur ces systèmes énergétiques basés sur l'électronique, l'électricité, l'automatisme, l'hydrogène, exactement, et la digitalisation, les systèmes informatiques. Donc on va regarder ça. Et puis, bien évidemment, je pense à Energy Observer 2. C'est toujours intéressant de voir une nouvelle version, une version 2.0, voilà, plus aboutie, pourquoi pas volante. D'accord, donc pour vous en fait, après Energy Observer, vous avez encore pas mal de projets pour la suite? Ouais, tout à fait. Et puis on a monté plusieurs activités. Vous savez, on fait des films documentaires pour le groupe Canal+. Donc on a Energy Observer Production, on a Energy Observer Odyssée qu'on vient de citer. Et puis là, on va annoncer dans quelques semaines Energy Observer Développement, parce qu'on a un certain savoir-faire, une certaine maîtrise technologique, et à travers des partenariats industriels qu'on est en train de créer, on va tout simplement lancer nos propres groupes, nos propres solutions de propulsion électrique avec extender hydrogène pour la mobilité maritime. Ce serait dommage qu'on ne le fasse pas. Donc ça, c'est un grand projet dans le projet d'origine. Avec le CEA Liten Alors le CEA Liten va nous accompagner en support technique, mais ça sera, voilà, on va avoir des partenaires différents, qui auront des spécialités dans la mécanique, l'électronique, l'électricité, dans l'ingénierie de voilà. Et même la production industrielle. Ouais. Mais et pourquoi Pardon. Mais vous reposez quand du coup entre tout Alors ça, je me repose pas, j'ai une petite pile à combustible à hydrogène voilà, sur le côté, vous voyez, là, ouais. regardez, elle est greffée ici, et je me fais des petites injections d'hydrogène. Sans rire, je me repose pas beaucoup, mais bon, je vais avoir 40 ans là, voilà, vous êtes à un moment dans il est au top. Vous êtes dans la force de l'âge où il faut y aller. Il est en haut de la montagne, voilà, et il domine. Et il faut y aller, quoi, c'est maintenant, et puis Voilà. je me reposerai dans quelques années. Voilà, super, en tout cas, pourquoi pas vous avez l'air vraiment passionné, et c'est vraiment. Et puis pourquoi pas dominer, on va dire, l'Europe, voire plus, et puis devenir ambassadeur de la transition énergétique à échelle supérieure que la France. Ouais, ça va falloir que je performe mon anglais pour ça, c'est ma plus grosse hantise là.
D'accord, on vous remercie bien, monsieur Russard, monsieur Kerr. Pas de problème, merci à vous. Super, merci les.